Bonsoir à tous, il est 19h01. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire spécial post-congrès de l'Académie internationale d'hématologie clinique. Je m'appelle Mohamed Moti, je suis hématologue à l'hôpital Saint-Antoine Sorbonne Université à Paris. Et pour animer et discuter des actualités de la greffe du congrès de l'EBMT 2024, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi ce soir un panel francophone prestigieux, euh, le docteur professeur Anna Lisa Ruggieri, qui est d'ailleurs la responsable de la Working Party thérapie cellulaire de l'EBMT, le professeur Zina Peric, qui est aussi la responsable, chairwoman comme on dit, de la Complications Working Party de l'EBMT. Et puis après, on a le professeur Florent Mallard, qui est le secrétaire de la Working Party thérapie cellulaire, et puis des collègues greffeurs prestigieux, le professeur Frédéric Baron de Liège en Belgique, c'est francophone, le professeur Michael Losky du CHU de Nice, et comme on dit last but not least, le professeur Édouard Forcade du CHU de Bordeaux. Donc, bonsoir à tous. Euh, le congrès 2024 de l'EBMT célébrait en fait le 50e anniversaire en fait de la société qui avait été fondée en 1974. Et c'est vraiment la grande messe en quelque sorte et la rencontre des greffeurs, mais aussi des thérapeutes cellulaires d'Europe, voire au-delà du monde entier. Et en plus de la célébration du 50e anniversaire, et on va en parler, euh, ce congrès était très riche. Alors, bien évidemment, on n'a pas été gâté par le temps à Glasgow, hein. Il faisait gris, il pleuvait, il faisait froid, il y avait même un peu de tempête à un moment. Mais en tout cas, il y avait vraiment la chaleur des rencontres, de l'amitié et des échanges entre tous les collègues avec comme seul objectif d'essayer d'améliorer le devenir des patients greffés. Alors on va structurer ce webinaire et bien évidemment vous êtes invités à poser vos questions et je ferai de mon mieux pour les partager avec les panélistes. Mais avant justement d'aborder de la manière classique les conditionnements, les indications, les donneurs, la prophylaxie de la GVH aiguë, traitement de la GVH aiguë ou chronique, problématique infectieuse, je vais demander à chacun des membres présents ce soir un peu en deux phrases de dire quel est leur highlight, qu'est-ce qui les a marqués ou qu'est-ce qui les a surpris, choqués ou à ce congrès de l'EBMT. Et bah, je vais suivre le même ordre que tout à l'heure, hein. Je vais commencer par le professeur Ruggieri. Annalisa, à toi. Bonsoir à tous et tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Même si l'Italie, c'est pas un pays francophone, je suis tellement honorée d'être part de cette famille, étant donné ma relation avec la France, avec toute l'équipe de Saint-Antoine et l'IACH. Donc, je suis très contente de participer à cette table ronde. Merci pour la question. Effectivement, comme tu dis, Mohamed, le BNT était vraiment un très bon moment pour aussi se rappeler de tout ce qu'on a fait et qui a été fait dans le passé pour pouvoir arriver à ces 50 ans et à tous les progrès et tous les challenges qu'on a encore à faire. Moi, j'étais très passionnée par les insights sur HLA
sur HLA. On a eu une présentation présidentielle par Esteban Arrieta Bolaños du groupe de Essen en Allemagne, justement sur comment l'impact de l'HLA mismatch joue un rôle toujours dans le domaine des greffes, des nouvelles techniques de greffe, notamment avec la post-transplant cyclophosphamide. Et avec cela, l'autre sujet qui m'a beaucoup intéressé était les différentes présentations qu'on a pu entendre et par l'Acute Leukemia Working Party, par les CIBMTR aussi et par des Single Center Experience sur l'importance de l'âge du donneur et comment cela peut aujourd'hui rentrer vraiment dans l'algorithme de donor choice parce que comment décider de choisir entre un vieux sibling plutôt qu'un plus jeune haploidentical donor ou match unrelated donor. Sur l'HLA, je serai courte après laisser la parole à tous les autres. Sur l'HLA, ça c'est vraiment du gros débat. Et il y a aussi des études en cours faites par les États-Unis et aussi par le groupe de l'Acute Leukemia Working Party qui vient d'apparaître à Blood. Et effectivement, c'est particulier à comprendre si il faut toujours considérer l'HLA sur les 12 en incluant les DP aussi pour pouvoir réduire les risques de GVH ainsi que la GRFS, bien évidemment, plutôt que choisir un donneur aussi less mismatched et pouvoir réduire ce risque grâce à l'action et l'efficacité de la cyclophosphamide après. Très bien, merci beaucoup Merci. Annalisa. Highlight HLA, choix du donneur. Zina, alors je devine à peu près ce qui a touché le docteur Perry. Merci Maman aussi pour cette invitation. Je suis honorée. Je suis croate, puis mon français n'est pas si bon, mais je vais essayer. Je vais débrouiller. Ok, ben, mon point d'intérêt, c'est GVH. On a vu, je pense, plein de choses intéressantes sur GVH aigu et chronique. Maintenant, c'est plus intéressant de voir des résultats sur les GVH aigu qui est réfractaire pas aux stéroïdes, mais au ruxolitinib en ce moment. Et j'ai déjà dit que j'étais très impressionnée avec l'étude de professeur Mallard et vous aussi sur les FMT, Fecal Microbiota Transplantation, au GVH aigu, parce qu'on a vu, je pense, à peu près 50 des personnes des réponses, aussi à peu près 80 personnes de réponse au GVH aigu stéroïdes dépendants. Et je pense ça peut être ça peut avoir quelque chose avec une chose, c'est peut-être euh, c'est à cause de différents problèmes qui ne sont pas directement en relation avec l'immunosuppression parce que évidemment on a des immunosuppressions mais c'est tissue tissue repair et dysbiosis. Désolée, j'ai un candidat aussi Non, mais avec moi. ça, c'est la beauté du live, Oui, puisqu'on a les mais jeunes peut-être ambassadeurs hématologues c'est Florent participants. qui peut nous dire un peu plus cette Bon, étude. Oui, mais on va aussi lui demander. encore, on a vu beaucoup de résultats sur GVH chronique, des résultats un peu plus avancés, 3 ans de belumosudil, axatilimab aussi. Donc ça, c'était très impressionnant. Très bien, merci beaucoup Zina. Et vous avez remarqué quand même le français de Zina est nettement au-dessus de mon croate. Et Zina a été quand même avec nous
en 2010 et 2009 à Nantes, au CHU de Nantes. Frédéric, alors, quelle est la vision belge des affaires? Tout d'abord, merci beaucoup de l'invitation, Mohamed. Je suis très heureux d'être parmi vous et bonsoir à tout le monde. Un des highlights, à mon avis, c'était les nouvelles données sur l'endoxan post-greffe, le PTCI, comme prévention de GVH dans les greffes HLA compatibles. Notamment, il y avait un très bel abstract présenté à la session présidentielle par Leslie King, qui ont fait en fait une étude translationnelle de la large étude BMT-CTN 1703, qui était cette grosse étude de phase 3 qui a changé le paradigme aux États-Unis, qui randomisait les patients en tacrolimus méthotrexate versus endoxan post-greffe tacrolimus MMF. Ils ont fait une étude, donc ils ont analysé le répertoire TCR par deep sequencing chez 324 patients, donc c'était vraiment énorme à différents time points. Et ils ont montré que, en fait, le PTCI avait un gros impact sous la diversité du répertoire, avec les patients qui étaient assez lymphopéniques par rapport au bras contrôle, et une reconstitution avec un répertoire qui était plus restreint. Et ils ont montré aussi des données assez intéressantes, que même les clones de la faucité contre le Covid étaient diminués par par le PTCI. Et donc, visiblement, ça ne tue pas que les lymphocytes à leur réactif, mais également les lymphocytes qui sont utiles pour la constitution immunitaire. Euh, évidemment, ce n'est pas le standard qu'on fait en Europe, hein, puisque chez nous, on donne de l'ATG chez les gens qui n'ont pas de PTCI, en tout cas dans la plupart des centres. Et j'étais aussi impressionné par un très bel abstract qu'Arnaud Naguère a présenté, une étude de l'acute leukémie working party de l'EBMT, où ils ont repris exactement les mêmes critères que les critères d'inclusion de l'étude américaine, mais en se concentrant sur les patients qui avaient une élément en première émission complète. Et ils ont montré en gros que les résultats avec le PTCI ou avec l'ATG étaient relativement superimposables et qu'il n'y avait pas de grosses différences. Et donc le standard qu'on a en Europe semble rester une option valable et on attend les études randomisées qui sont en cours afin de confirmer. Et il y a déjà à propos une nouvelle étude randomisée qui a été publiée cette année par le docteur Brissot, ce qui m'a marqué le plus. Très bien, bah, merci beaucoup Frédéric. Alors c'est intéressant hein, puisque en fait sur les trois avis, on a déjà le choix du donneur. Zina a parlé elle du traitement de la GVH. Frédéric lui a été plus marqué par la prophylaxie et le rôle du post-SAI. Alors Michael. Alors, bonjour, déjà merci pour l'invitation. Alors moi, je vais changer aussi de topic, hein, et, mon highlight, c'était dans l'aplasie médulaire et les résultats updatés à 24 mois de l'étude RACE, hein, donc l'essai randomisé européen qui comparait en première ligne, hein, le SAL cyclo versus SAL cyclo Revolade dans les aplasies sévères et très sévères, avec une supériorité en termes de réponse pour la triplette, hein, SAL cyclo Revolade versus SAL cyclo seul, avec des taux de réponse complète significativement supérieurs et qui se confirment donc à 24 mois. EFS et DFS, pareil, hein, significativement meilleur à 2 ans avec la triplette versus SAL cyclo seul, et pas plus d'évolution clonale, qui est une donnée qui est quand même très importante, puisque c'était une des grosses questions qui se posait lorsque cet essai a commencé. Et donc ça sacre un peu cette triplette dans le traitement de première ligne des aplasies médulaires sévères ou très sévères. Donc SAL, cyclo plus Revolade. Magnifique, bah, au moins voilà, on a une indication et il faut reconnaître que dans l'aplasie médulaire sévère, l'allogreffe bah, guérit plus de 90% des malades, mais c'est vrai que la triplette, elle est quand même, les résultats sont remarquables. Et d'ailleurs, l'étude RACE est une étude EBMT, donc on en est très très fiers. Édouard, alors, est-ce que le climat bordelais a eu un impact différent? Merci encore, Mohamed, pour cette invitation. Donc, moi, dans les highlights, je retiendrai déjà en tant que jeune greffeur français bah, de ce dont on a hérité avec le témoignage de ces 50 années de l'EBMT. On voit ce dont on a hérité en tant que jeune greffeur, tout ce qui a été parcouru comme chemin. Donc ça, j'étais assez impressionné de l'énorme évolution et peut-être de l'accélération dans le champ de la greffe et des thérapies cellulaires sur les dernières décades. Moi, deux highlights, ce serait
la place allouée à la GVH, parce que la GVH est un champ thérapeutique qui m'intéresse beaucoup, même un champ de recherche biologique qui m'intéresse, et j'ai trouvé que un congrès EBMT qui s'était vraiment porté sur le traitement de la GVH, on en avait besoin depuis un petit moment, et on bénéficie maintenant de nouvelles molécules et de nouveaux essais thérapeutiques, et ça, c'était vraiment très riche d'enseignements, avec peut-être la place de ces nouvelles thérapeutiques de troisième ligne dans la GVH chronique, comme le bélimogilil, pour évaluer son efficacité dans les domaines où on est vraiment démuni, comme la bronchiolite oblitérante, qui est une affection vraiment très sévère. Et le deuxième highlight que je retiendrai, c'est une place importante des thérapies cellulaires hors greffe, avec des actualisations des données de Carticell, qu'a présenté Franco Locatelli dans notamment de mémoire le neuroblastome avec les quartiers anti-GD, et puis la place grandissante des thérapies géniques. Et on voit vraiment que le BMT est une communauté qui fédère tous ces acteurs à la fois de la thérapie cellulaire, des greffes, de la thérapie génique et des carticelles. Et ça, pour moi, c'est une grande famille qui bénéficie des progrès des uns et des autres, que ce soit dans la biologie, la clinique, et tout le monde bénéficie de cette amélioration des connaissances en thérapie cellulaire, biologie, immunologie, hématologie. Voilà les moments importants. Super, merci beaucoup, Edouard. Et d'ailleurs, thérapie génique, on a vu récemment les 2 papiers dans le New England Journal of Medicine. Après, le grand débat, c'est rendre accessibles ces thérapies géniques à tous ceux et celles qui en ont besoin. Florent. Alors, merci Mohamed. Je ne suis pas forcément la position la plus facile parce que beaucoup de choses que je voulais te dire ont déjà été dites. Je pensais souligner en effet les progrès de la thérapie génique et en effet, ces 2 papiers du New England et qu'on fait l'objet de présentation orale pendant le BMT qui montrent quand même que voilà, ces thérapies dont on a parlé pendant des années deviennent accessibles. Après, voilà, reste la question du coût et de leur accessibilité à tous, mais on voit que voilà, on n'est plus seulement au laboratoire et qu'on est passé vraiment au lit du malade, en tout cas pour ceux qui peuvent y accéder. Et ça, c'est quand même d'excellentes nouvelles de dire que voilà, on progresse, on avance et qu'on a beaucoup parlé et que maintenant, voilà, on rentre dans le concret. L'autre chose qui m'a marqué aussi, et là je vais revenir à ce qu'avait discuté Frédéric et Annalisa, c'est sur le PTSI, la prophylaxie de la GVH. On voit qu'on arrive de mieux en mieux à décortiquer comment fonctionne ce PTSI. On voit qu'à l'ère du PTSI, le HLA reste important. C'était voilà, la présentation au Presidential Symposium, de se dire on ne peut pas complètement s'affranchir. On a toujours besoin de faire des typages HLA chez nos patients. On ne peut pas prendre n'importe qui en disant on fait du PTSI, même si on a élargi la possibilité des donneurs. Et puis, il y avait cette présentation de l'Acute Leukemia Working Party d'Arnon Nagler sur justement l'impact du PTSI dans la LAM et qui montre bien l'impact de l'aspect délétère du PTSI sur le risque de rechute de l'hémopathie sous-jacente. Donc ça nous rassure beaucoup avec un impact bénéfique sur la GRFS, donc qui quand même continue à établir ce PTSI comme un standard de la prophylaxie de la GVH aujourd'hui. Très bien, écoutez, magnifique, ce tour d'horizon assez varié. Allez, on va commencer puisque ça a été le premier highlight évoqué et je voudrais avoir votre avis à tous, peut-être qu'il y a un consensus, peut-être qu'il n'y en a pas. Le choix du donneur. Aujourd'hui, en dehors du donneur HLA compatible fratrie qui reste, je crois, le référentiel et le benchmark s'il est disponible, sur en gros, les 3 catégories de donneurs potentiels, le donneur dit phénoidentique ou non familial, parce qu'en français, en fait, c'est un abus de langage. Le phénoidentique, on ne devrait pas utiliser cette terminologie, ni d'ailleurs le génoidentique. Le 10e, le 9/10e, ou encore le donneur dit haploidentique, voire pourquoi pas des stratégies d'expansion de son cordon. Aujourd'hui, face à un malade qui a 60 ans, qui a une leucémie aiguë myéloïde de karyotype complexe en RC1, et vous avez la possibilité d'avoir un donneur haplo, un donneur 10/10e et un donneur 9/10e et des sangs de cordon riches. Quelle est votre hiérarchie dans votre pratique au quotidien? Et ça peut être plan A, plan B, plan C, ainsi de suite. Alors, qui voudrait lancer le débat? Annalisa, tu souris. Allez, va. J'y vais, merci. Alors, le choix de donneur, ça reste vraiment quelque chose de très... dont pendant les réunions de greffe, on discute très, très activement, justement.
parce qu'aujourd'hui, grâce à tous les progrès, et c'est vrai qu'on a la possibilité de choisir entre plusieurs donneurs pour les patients, mais choisir les meilleurs, c'est toujours notre goal et notre main objective. Alors, il y a plusieurs... il y a des différentes évidences. Moi, j'ai trouvé l'étude qui a été présentée par les CIBMTR vraiment intéressante sur les patients âgés plus de 50 ans, tous sous PTCI. Et dans cette analyse, ils ont comparé les 4 groupes. Ils ont comparé les young matched and related donors, ils ont comparé les younger haplo, les older siblings et les younger mismatched unrelated donors, parce que forcément les unrelated donors sont plus jeunes. Et eux, ils ont effectivement démontré comment même entre un younger haplo et un younger matched unrelated donor, le fait de choisir le younger, mais avec la compatibilité à 10-10, était mieux, notamment pour, en termes de overall outcome, overall survival, non-relapse mortality et bien évidemment GVH. Donc, Avec, j'imagine, la réserve, Annalisa, qu'on puisse trouver le 10/10e dans les délais compatibles. Exact. Dans leur présentation, justement, les time to greffe, ce n'était pas quelque chose dont on a discuté, mais qui a été raised pendant la discussion, justement, parce que il faut toujours se rappeler, et c'était même une question que j'ai fait aujourd'hui à un de mes patients en consultation, qu'on ne va pas choisir les perfect unrelated donors pendant 9 mois sur un patient qui a une maladie dont on a besoin d'un greffe, alors qu'on a un greffe haplo, un donneur haplo avec qui on peut effectivement avoir des résultats qui sont aujourd'hui très comparables avec les non-apparentés. Donc, dans notre algorithme, et je suis tout à fait convaincue de ça, le timing de la greffe reste un des critères principaux. Sur les cordons, merci parce que tu touches un sujet qui est à moi personnellement très cher. Il y a eu la présentation du groupe de Montréal pendant l'oral presentation du mercredi sur les donneurs, sur les résultats des cordes avec l'expansion UM171. Cette plateforme semble une plateforme d'expansion très intéressante. Mais comme on a vu aussi pour les plateformes d'expansion de nicotinamide, Gamida, qui a été approuvée pour aux États-Unis pour les patients. Mais comme on disait tout à l'heure, pour les thérapies géniques, il faut voir l'affordability avec le cost pour ces produits expanded, qui ouvre vraiment des perspectives aussi pour ce type de greffe. Alors, Frédéric, en Belgique, quels sont les critères de choix par rapport à ce que vient de dire Annalisa? Moi, je pense qu'on a un petit peu les mêmes. Donc, on garde une priorité quand on en donne rapidement pour un familial 10-10. Et quand on voit que ça va être difficile, on privilégie soit l'aplo, soit une 9/10. Maintenant qu'on a des données, notamment qu'on montré avec le BMT, qu'on avait des résultats qui semblaient au moins être aussi bons que des 9/10 PTCI versus des aplos. Et je pense qu'après le meeting, on va faire beaucoup plus attention à l'âge des donneurs. On regardait un peu moins. En tout cas, on mettait la barre beaucoup plus haut. On mettait la barre vers 50 ans. C'était visiblement une erreur. Donc, je pense qu'on va mettre la barre plus bas maintenant. Très bien. Anis, comment vous faites, Michael? Alors, je pense que mes collègues ont déjà dit beaucoup, mais on fait la même chose, hein. C'est-à-dire que si on a un... Alors, comme vous l'avez très bien dit, dans votre exemple, c'était un cardio complexe, donc il faut qu'on aille vite. Faut qu'on aille vite. Et notamment, alors à Nice, on a un certain nombre de patients issus de minorités ethniques, et donc des 10-10 ne sont pas forcément disponibles rapidement. Donc, je dirais que s'il y a un donneur 10/10e disponible,
Et effectivement, cette EBMT nous aura appris que l'âge du donneur, a insisté en tout cas sur l'âge du donneur. On continue à favoriser quand même le 10-10 jeune, hein. Et après, ça se joue entre 9-10 et Aplo. On, on va regarder bien sûr les DSA, hein, du patient pour choisir notre donneur alternatif, à 10 alternatifs, en privilégiant quand même plutôt l'Aplo que le 9-10 pour des raisons pratiques. Euh, je suis avec grand intérêt l'expansion des cordons parce que c'est une source de cellules enfin, j'avais suivi une présentation à l'époque de Jean Elchek, une présentation EBMT avec une efficacité antileucémique peut-être un petit peu plus importante des centres cordons, une étude qui m'avait beaucoup intéressé à l'époque. Donc c'est vrai, si on arrive à avoir des centres cordons expandus, mais je crains que le coût cumulé des centres cordons plus du produit d'expansion ne soit, je ne sais pas si notre sécurité sociale pourra se permettre ça à l'ère des carticelles, hein. Très bien. Alors, Zina, en Croatie, et au regard de ce qu'on a entendu à l'EBMT, quel est votre algorithme de Là, choix? c'est un peu pareil comme vous avez tout dit. En plus, on ne fait pas des cord blood. Je sais pas, depuis longtemps. Puis mais aussi à l'IBMT, Transplant Complications Working Party a montré des résultats sur le registry de greffes de 8 sur 10. Et en fait, c'est pas mal, c'est juste, c'est le seul risque qui est important, c'est l'utilisation de PTCI. En fait, c'est la réponse. Si on utilise le PTCI, je pense qu'on peut faire tout. Très bien. Alors, justement, ça va me permettre, à moins que Édouard et Florent aient un algorithme de choix de donneurs différent, je vais passer au post-SAI et à la prophylaxie de la GVH. Donc, on va cheminer. Et je reste avec, vous savez, mon malade de 60 ans qui a la LAM, cariotype complexe. Vous avez choisi votre donneur et il est soit 10 dixièmes, et on va prendre le scénario Aplo, voire 9 dixièmes. Et donc, quelle est aujourd'hui, Edouard, au regard de ce qu'on a entendu à l'EBMT, notre stratégie de prophylaxie de la GVH telle que demain matin, tu vas la prescrire à Bordeaux? Euh, Si on s'appuie sur les études randomisées, notamment celle de votre groupe à Saint-Antoine, qui est une étude multicentrique française, on a quand même pour un patient qui bénéficie d'un donneur HLA compatible non familial, donc 10-10, finalement, on a probablement une équivalence entre la stratégie ATG-based ou PTCY-based. On peut peut-être reconnaître qu'en fonction des centres qui vont appliquer cette stratégie, il peut y avoir des, des considérations économiques, parce que c'est la différence entre ces deux produits, et des considérations sur le risque infectieux post-greffe. Mais en termes de prévention, en termes d'impact sur la GRFS, on est plutôt à peu près équivalent dans cette stratégie-là. Donc, pour un patient tel qu'il est décrit, je dirais qu'il y a ces deux alternatives qui se présentent de façon équivalente. À ma connaissance, ça n'a pas encore été implémenté comme une équivalence dans les dernières recommandations du groupe EBMT sur la prophylaxie de la GVH, mais vu que c'est tout frais, ça méritera peut-être d'être interrogé dans les prochaines recommandations. Alors, pour être tout à fait précis scientifiquement, en réalité, ce n'était pas une étude d'équivalence. L'étude avait comme objectif de montrer la supériorité du post-SAI sur la GRFS, et en réalité, elle n'a pas pu montrer. Donc, l'étude, entre guillemets, le primary endpoint était négatif, mais les courbes sont totalement superposables. Donc, c'est ça, en fait, la subtilité pour être totalement précis scientifiquement par rapport à ceux ou celles qui n'ont pas lu la publication. Florent, une approche de combinaison post-SAI ATG éventuellement, notamment au vu des complications, parce qu'on parle maintenant, il y a quelques années, c'était de l'hérésie de parler des risques et des complications du post-SAI parce que c'était un truc sacré. Et maintenant, on en revient, on veut diminuer un peu la dose. Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à l'EBMT? Alors là, on va
changer parce qu'on va passer du 10 dixième à l'aplo plutôt, parce que, comme l'a dit Edouard, dans le 10 dixième, on va rester sur de l'ATG ou du PTSI, mais en monothérapie. Dans la greffe haploïdentique, qui était le standard bien décrit, hein, c'était le PTSI, 50 mg de 2 jours, donc 100 mg dose totale. Mais on a vu que c'était associé à des complications en termes de cystite hémorragique, hein, qui ne sont pas anodines pour les patients, en termes également d'une potentielle cardiotoxicité. Et puis, il ne faut pas oublier que quand on vient mettre nos alkylants, il va se surajouter souvent à 1, voire 2 alkylants qui sont déjà dans le conditionnement, ce qui va majorer le risque de mucite et de complications infectieuses également pour le patient. Et donc, il y a des stratégies qui ont été développées pour essayer de réduire la dose d'endoxan post-greffe à des doses de 40 ou de 35, ce qui fait une réduction de dose de 20 à 30%, qui est cliniquement significative. Et en fait, on a des données qui avaient été rapportées par le passé par le docteur Duléry, qui ont montré qu'on n'avait pas d'augmentation de risque de GVH quand on réduisait la dose d'endoxan, sachant qu'on met quand même l'endoxan pour prévenir la GVH aiguë et chronique. Et bien, si on met des doses réduites, on ne majeure pas ce risque de GVH, on est tout aussi efficace. Ce qui est important à souligner, c'est que dans les toutes premières études qui avaient été faites lors du développement, ils avaient essayé aussi des doses réduites, mais finalement, c'était une dose de 50 mg en une seule journée. Et là, les patients semblaient faire beaucoup plus de GVH. Donc, probablement, en fait, le fait de garder les 2 jours, mais en réduisant les doses, c'est ça qui nous permet de garder l'efficacité sur la GVH, tout en réduisant l'exposition aux alkylants pour les patients. Donc ça, c'est une stratégie voilà, qui peut être totalement licite. Cependant, pour être sûr de garder l'efficacité, cette stratégie elle a été aussi évaluée en association avec des faibles doses de sérum antilymphocytaire, parce que là, on n'a pas parlé du type de greffon qu'on utilise, on a parlé du donneur, mais on n'a pas parlé du type de greffon entre moelle osseuse et cellules souches périphériques. Autant dans la greffe des moelles osseuses, le PTSI, ça fonctionne très bien, autant avec les CSP, on a vu qu'il y a quand même plus de GVH. D'où l'intérêt pour vraiment gagner en efficacité de combiner les deux en mettant des faibles doses des deux, 2,5 mg kilo voilà, de thymoglobine par exemple, une seule journée, associée à des faibles doses d'endoxan, ce qui sera nous notre stratégie pour un 9 dixième, un 8 dixième ou un donneur haploïdentique avec des cellules souches périphériques, bien entendu. Très bien, merci beaucoup. Michael, Anis, vous êtes toujours sur cette dichotomie mode ATG, Aplo, POSAI, et même question pour Frédéric et pour Annalisa. Oui, et je dirais à mon grand dame, hein, j'aime bien le petit sail. Mais pour l'instant, on n'a pas franchi le pas de faire du 10-10 petit sail. Alors, juste si je peux, il y a eu quand même des choses super intéressantes en termes de prophylaxie. Enfin, je ne sais pas si on en parle après, Mohamed, mais Non, vas-y, vas-y, vas-y. il y a eu 2 présentations sur justement le PTSI et peut-être modifier la prophylaxie de la GVH chez les patients qui reçoivent du PTSI, avec notamment un essai randomisé qui était assez intéressant où finalement ils avaient fait PTSI plus ruxolitinib au lieu de faire une prophylaxie par cyclosporine. Euh, avec des résultats qui sont impressionnants et une étude pédiatrique où ils avaient fait du PTSI plus vedolizumab et abatacept avec des résultats là encore vraiment impressionnants. Donc une belle plateforme. Alors, justement, effectivement, on va parler du Ruxo, mais c'est vrai, et nos collègues chinois sont plutôt pionniers là-dedans. Ils essayent de faire remonter le Ruxo les lignes, et ils sont même allés jusqu'à d'abord des traitements de première ligne de la GVH aiguë avec Ruxo, et maintenant, ils sont partis sur la prophylaxie, chose que je crois reste encore très minoritaire en Europe. Frédéric, quelle est votre pratique en Belgique? Nous, en Belgique, pour les 10-10, on a une étude randomisée qui fait un peu la même chose que ce que vous aviez fait avec Eolia, mais avec une base de fludarabine et melphalan. On randomise les patients à 2 fois 2,5 mg d'ATG versus PTCI. Et dans la pratique quotidienne, quand les patients ne sont pas éligibles, le standard reste l'ATG le plus souvent, mais parfois le PTCI. Notamment si on n'a pas de cardiopathie, on a tendance de plus en plus à aller vers le PTCI parce qu'on est satisfait des résultats. Et on a implémenté aussi votre stratégie de type dose ATG pour les APLO-PDSC. On n'a pas encore fait beaucoup, mais on trouve effectivement que ça a l'air de bien fonctionner. On a l'impression d'avoir moins de fièvre, notamment les 3 premiers jours. Et on a une bonne expérience en termes de GVH aussi, donc ça semble encourageant.
Effectivement, on n'en parle pas beaucoup, mais avec les APLO et les CSP, il y a une sorte de pseudo CRS, Cytokine Release Syndrome, au début, et qu'avec l'ATG, on arrive en fait à gommer un peu ça. Annalisa, à Milan? Bah, nous, merci. Alors, effectivement, l'utilisation de la plateforme de la PTCI qui est très versatile, on peut dire, et l'expérience qu'on a acquis avec l'APLO nous a maintenant permis d'adapter aussi pour les unrelated donors, pour les greffes non apparentés. Donc, dans notre centre, on a plateforme della profilassi della GVH basée sur l'utilisation des sirolimus et MMF qu'on combine avec du PTCI, toujours J3, dose standard. On fait des adaptations en fonction de la situation, de la condition, mais on utilise l'ATG donc dans des cas sélectionnés et surtout si on a des risques de GVH majeur, mais sinon dans les unrelated donors, maintenant on est plus souvent sur la plateforme post-transplant site-based. Et donc ça, avec effectivement des très bons résultats, mais comme tu dis, la toxicité, le taux de cystite hémorragique est vraiment quelque chose de très, très fréquent qu'on trouve surtout chez les patients plus âgés. J'avais sélectionné aussi l'abstract dont Michael parlait sur la combinaison avec le Ruxo par les groupes chinois. Effectivement, c'est à voir comment l'application, parce que nous, en Italie, et ça, après avoir travaillé en France, c'est vraiment quelque chose de très frustrant parce que votre système de santé est magnifique, vraiment. Et il faut vraiment le reconnaître parce que pour avoir des médicaments dont on n'a pas l'indication classique, c'est vraiment très compliqué. Donc, et aussi, on est très limité dans la possibilité de faire des combinations ou avoir des expanded access. C'est vraiment beaucoup plus difficile que, heureusement, c'est la situation en France. C'est vrai, et c'est toujours bon de se le rappeler. Et c'est que bon, on est quand même par nature génétiquement râleur en France, mais on a quand même un système de santé généreux et on a un usage, je dirais, basé sur l'expérience clinique beaucoup plus important. Et alors que d'autres pays voisins ont beaucoup plus de restrictions et, je dirais, de critères très stricts de respect des autorisations de mise sur le marché. Donc c'est toujours bon de le rappeler. Euh, alors, prophylaxie de la GVH, on voit bien les contours. Post-size implante, plus ou moins petite dose d'ATG, réduction de dose pour diminuer. Enfin, avec l'ATG garde sa place et tant mieux parce que bon, bah, ça a plus de 40 ans d'usage et d'expérience. On arrive maintenant à la prise en charge de la GVH aiguë. Alors, à mon grand regret, on s'appuie toujours sur les corticoïdes. Alors, on peut débattre entre 1 et 2 mg kilo. Et puis arrivent les malades corticoréfractaires. Alors, est-ce qu'il y a un consensus que chez les malades corticoréfractaires, aujourd'hui en Europe, tout le monde reçoit du Ruxo? En tout cas, dans la mesure du possible. Est-ce qu'il y a des situations de contre-indication au Ruxo? Frédéric? Ruxolutinib, hein, quand je dis Ruxo. Oui. Nous, c'est notre standard chez pratiquement tout le monde dans les lignes de corticoréfractaires. Et chez les patients âgés, on essaie de le mettre relativement vite pour essayer d'épargner aussi. Je vois pas que les remboursements pour essayer d'épargner l'exposition à la cortisone quand c'est possible. Et c'est la même chose partout? En Belgique? Non, non, je parle. Là, je vois que Michael hoche la tête, oui, à Nice. En Italie, Ruxo aussi, Annalisa. Zina, Ruxo aussi. Tout à fait. Alors, justement, ma question pour Edouard. À partir de quel moment on va décider que le Ruxo ne marche plus ou ne marche pas?
Si on tient compte à la fois de l'étude de Rich 2 et des délais de réponse, on peut se dire que J14 doit être un moment de vigilance pour les patients qui n'ont pas de réponse partielle. On peut quand même s'interroger sur quelques patients qui progresseraient avant J14. Mais ce qui manque peut-être dans cette étude Rich 2, et peut-être qu'on aura des données à venir plus complètes, c'est que finalement, on se rend compte aussi qu'il y a des patients qui sont relativement sous-dosés en ruxolitinib et qu'on va apprendre aussi à utiliser. Je crois que dans beaucoup d'équipes, on se met à faire de plus en plus d'AUC pour avoir des données de PKP2 du ruxolitinib, ce qui permet de voir s'il n'y a pas des patients qui sont plus lents répondeurs parce qu'ils ont été sous-exposés aux médicaments. Donc, l'idée, c'est de commencer le Ruxo selon les définitions consensuelles de corticorésistance et un petit point de vigilance à J7 si un patient progresse nettement, mais sinon à J14, s'il n'y a pas de réponse partielle, avoir le réflexe de considérer un traitement de troisième ligne, mais tout ça va de pair avec une évaluation clinique complète. Rechercher des diagnostics surajoutés. On voit aussi fréquemment ces patients qui sont corticorésistants sous Ruxo qui vont faire des infections opportunistes. On connaît ces cas d'entérite à adénovirus qui surviennent sous ruxolitinib qui vont tromper la surinterprétation d'une ruxorésistance et pour lesquels il faut être vigilant. Et alors, justement, question pour Michael, parce que je pense que tu as une pratique très importante dans la GVH aiguë, et on a l'impression de plus en plus qu'effectivement, Edouard souligne cette définition un peu de 14 jours, un peu comme historiquement on avait notre définition de 5 à 7 jours dans la GVH, dans l'accord avec la cortisone. Mais moi, j'ai l'impression que les collègues, petit à petit, ils raccourcissent ce délai de 14 jours. Est-ce que c'est et je crois que Nice est assez champion là-dedans. Alors, on est champion, pas dans toutes les formes de GVH aiguë, hein, mais essentiellement, oui, la GVH digestive, hein, parce que on est des believers de la FMT, et donc du coup, effectivement, un patient qui a une GVH aiguë, digestive, stade 3, où on voit pas vraiment d'amélioration, où on a bien sûr vérifié sous Ruxo, hein, on voit pas d'amélioration sous Ruxo. On a fait toutes les copros, il n'y a pas d'adénovirose, il n'y a pas de CMV, il n'y a pas de Clostridium difficile, etc. C'est vrai qu'on a plutôt tendance, au bout d'une semaine, 10 jours, à aller demander la FMT, hein. Ok, alors justement, Florent, parle-nous s'il te plaît de ce que cette étude d'accès précoce FMT dont on parle, puisque c'est un peu, on a l'impression que l'algorithme cortisone, on devient réfractaire par malheureusement Ruxo, et puis si le Ruxo ne marche pas ou échoue, on passe à d'autres options, dont cette microbiothérapie. Alors, oui, merci Mohamed. Donc, c'était une présentation orale à l'EBMT. Donc, c'était en effet l'utilisation d'une microbiothérapie de transfert de microbiome fécal MAT13, hein, qui est un pool en fait de donneurs, ce qui permet d'avoir en fait un produit qui est disponible directement avec une très, très forte richesse. Et on a déjà plus de 140 patients qui ont été traités, hein, dans le cadre d'un accès précoce en France, mais également dans d'autres pays européens, hein, en Italie, en Espagne, en Autriche, en Allemagne. Donc, ce n'est pas que des données françaises. Et on a les données pour 140 patients. Et c'est des patients qui devaient être réfractaires à minima aux corticoïdes et potentiellement à d'autres lignes de traitement. Finalement, ils étaient réfractaires en médiane à 2 lignes de traitement et 121 patients, 84%, ont eu le ruxolitinib. De façon intéressante, on a un taux de réponse global au niveau digestif de 52%, mais on avait 25% des patients qui avaient également des atteintes cutanées. Et sur les atteintes cutanées, on avait également des réponses. Donc, on a un effet systémique du produit. Et on a pu regarder un sous-groupe de 52 patients qui, eux, ont eu les corticoïdes et justement le ruxolitinib en deuxième ligne et qui étaient ensuite réfractaires au ruxolitinib. Sur ce sous-groupe de patients, les résultats sont encore meilleurs, en fait, quand on vient faire la microbiothérapie en troisième ligne, parce que là, on a un taux de réponse qui va atteindre 63% à J28,
de façon très intéressante, quand on regarde la réponse à J56, elle reste à 53%, donc c'est des réponses qui sont maintenues dans le temps. Alors qu'avec une microbiothérapie, c'est 3 interventions à 1 semaine d'intervalle, et donc alors qu'il n'y a plus de traitement, ça fonctionne, et on a peu de perte de réponse. Donc c'est ça, c'est des résultats qui semblent vraiment extrêmement prometteurs, et qui sont maintenant évalués dans un essai clinique de phase 3 ARES. Et dans cet essai clinique, on est vraiment sur quelque chose de très propre parce qu'ils seront vraiment sur la définition dont Edouard discutait, réfractaires après 2 semaines de ruxolitinib. Donc, on attendra vraiment les 2 semaines de traitement par ruxo. Très bien. Alors, est-ce que vous avez vu d'autres stratégies dans la GVH aiguë réfractaire? On entend parler un peu du retour des cellules mésenchymateuses. Est-ce qu'il y a un avis là-dessus dans le panel? Non, ça n'a pas l'air de vous botter énormément. Ok, bah, je crois savoir qu'aux États-Unis, les collègues vont commencer un protocole avec cellules mésenchymateuses, mais d'après ce que dit Florent, on est quand même plutôt bien parti avec la microbiothérapie et la modulation du microbiote. D'ailleurs, je souligne que le topo inaugural de la cérémonie d'ouverture de l'OBNP par Marcel Van den Brink était dédié justement à l'analyse et à la modulation du microbiote en hématologie au sens large et en cancérologie. Alors, Édouard. Oui, peut-être pour compléter, dire que, comme l'a dit Zinaïda tout à l'heure, le champ de recharge dans ces GVH corticorésistantes et ruxorésistantes reste en fait ces stratégies qui vont lutter contre la dysbiose ou la régénération de l'épithélium digestif. Et il y a une étude qui actuellement est menée, je crois, à l'initiative de Robert Zeiser sur des sortes de peptides qui vont favoriser la régénération via l'activation des cellules souches épithéliales de la muqueuse digestive. Et donc, il y a cette voie de recherche qui est quand même à suivre dans les années à venir. Absolument. Très bien. Bah, écoutez, on va Et, passer dans le... Oui, Zina, pardon. merci, Edouard. Je voulais dire vraiment ça. Et aussi, je pense, Marcel Van den Brink a mentionné aussi nutrition, diet. Ça c'est très important aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on peut changer avant pour garder le microbiome. Et je pense que ça, c'est aussi très important parce que on a toujours donné le diet qui est, on dit, high calorie, high protein and low fiber. Et maintenant, apparemment, c'est pas bien. Il faut donner les fibres parce que ça, c'est la nourriture pour les good microbiota aussi. En fait, effectivement, le message de plus en plus, c'est que peut-être nos pratiques conservatrices, à savoir restreindre les apports des malades et être extrêmement stringents, ne sont peut-être pas forcément adaptées. Avant de clore ce chapitre GVH aigu, je prends une question des collègues qui me suivent. Le docteur Ben Othman, qui est le responsable de l'unité de greffe à Tunis, et je salue tous nos collègues du Maghreb qui nous suivent et qui font un travail remarquable dans des conditions, je dirais, économiques et d'accès aux nouveaux médicaments assez difficiles. Alors, comment on gère sa question, le Ruxo, dans la GVH aiguë corticorésistante, à la fois en termes de durée, de dose, et puis que fait-on de la cortisone, en gros? Qui veut prendre ça, Michael? Moi, est-ce qu'on gère la corticothérapie chez un patient qui est sous Ruxo ou chez un patient en échec Bah, de... un malade qu'on met sur Ruxo, comment on va gérer à la fois la corticothérapie et à la fois le Ruxo? Donc nous, enfin pas personnellement, hein, parce que enfin elle est basée sur, on a tendance à décroître une fois qu'on a mis une deuxième ligne, hein, à décroître assez rapidement la corticothérapie puisque on sait que finalement il n'y a pas d'intérêt à maintenir quand on met une deuxième ligne une corticothérapie à 2 mg kilo, puisque en termes d'efficacité il y a pas d'intérêt à une corticothérapie aussi élevée. Par contre, on s'expose à un risque d'infection beaucoup plus important. Donc, on a tendance à diminuer, nous, la corticothérapie tous les 5 jours, hein,
Donc, une sorte d'épargne cortisonique, surtout si le Ruxo marche. Annalisa? Justement, c'est une discussion qu'on fait souvent avec nos collègues et nous aussi, on a la même attitude. Une fois que la deuxième ligne est en place et on a des signes d'efficacité, on commence à faire de l'épargne corticoïde avec des croissances rapprochées entre les 4 et 5 jours pour pouvoir laisser la place à l'effet du Ruxo tout seul. Et, et bien évidemment, si on voit des modifications, on patiente un peu plutôt que continuer avec le décalage. Mais en fait, on n'a pas eu besoin vraiment de reprendre la full dose de corticoïdes avec cela. Effectivement, je crois qu'il y a de plus en plus, comme on parlait tout à l'heure de la nutrition, mais notre philosophie de la gestion des corticoïdes doit peut-être évoluer. Et finalement, le plus n'est pas forcément le mieux à faire. Et peut-être chercher à débarrasser les malades des effets secondaires de la cortisone n'est pas euh, si mineur que ça. Alors, on va faire la transition à la GVH chronique, parce que ça a été souligné en introduction, ça a été également un sujet majeur. Alors, on sait que la GVH chronique, il est clair que le fameux POSAI, le ATG, ces stratégies ont permis de réduire significativement l'incidence et la sévérité des GVH chroniques, mais globalement, quand on regarde les registres ici et là, on garde toujours quand même 20% de GVH chronique, entre guillemets, extensif, donc modéré ou sévère, ce qui n'est pas négligeable, un malade sur 5. Alors, ça pourrit quand même la qualité de vie des malades. Alors, c'est sûr, ça protège contre la rechute, mais enfin bon, c'est pas tout à fait vrai dans le setting APLO. Hein. L'Acute Leukemia Working Party a publié un article récemment qu'il n'y a pas forcément corrélation entre la sévérité de la GVH chronique et l'effet GVL, ce qui peut être un phénomène plus spécifique à l'APLO. Alors, un petit rappel, Florent, sur l'algorithme de prise en charge première ligne de la GVH chronique aujourd'hui, avant de passer aux innovations thérapeutiques qu'on a vues à l'EBMT. Alors, le traitement standard en première ligne de la GVH chronique, ça reste les corticoïdes, 1 mg kilo. On n'a aucun médicament en association corticoïde qui a montré une supériorité ou permettant de faire de l'épargne cortisonique. Et puis maintenant, on a le ruxolitinib qui est un traitement standard bien établi en deuxième ligne dans la GVH chronique, qui a eu une AMM sur la base de l'étude REACH3. Et c'est au-delà de cette deuxième ligne qu'on n'a pas de standard actuellement, même si on a des traitements extrêmement prometteurs. D'une part, le belumosudil, qui est accessible en France dans le cadre d'un accès précoce, hein, donc on peut l'utiliser dans cette indication-là. Et puis, on va avoir peut-être également l'axatilimab dans l'avenir. On avait eu cette présentation en session plénière à l'âge qui a été présentée à nouveau par le professeur Wolf pendant le BMT, avec des résultats très impressionnants également. Donc, alors qu'on passait d'une ère où on n'avait pas de traitement dans la GVH chronique, maintenant on a un traitement de deuxième ligne et puis on a deux nouvelles molécules très prometteuses qui arrivent. Très bien. Et la tentation d'associer d'emblée cortisone et ruxo Alors, si, ça, en effet, c'est une tentation qu'on aurait, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de patients qui ont besoin d'un traitement de deuxième ligne, donc pourquoi pas faire du ruxolitinib d'emblée en association. Il y a certains centres qui le font. Après, l'idée, c'était de rester dans quelles sont les recommandations. Pour le moment, il n'y a pas de recommandation de le faire, même si, en effet, c'est extrêmement tentant, mais on aurait vraiment besoin justement d'avoir ces études de première ligne pour établir si le ruxo peut le faire. Et peut-être que finalement, la première ligne ne sera pas le ruxolitinib, mais le belumosudil, parce qu'il y a un essai clinique qui va ouvrir, qui est une étude randomisée qui va évaluer justement le belumosudil dans ce setting de la première ligne. Alors, juste pour commentaire, il y a l'ibrutinib également, dont on n'a pas parlé, qui a une AMM aux États-Unis, qu'on n'a pas en Europe, qui est un traitement potentiel également dans la GVH chronique. Cependant, il y a un petit peu moins d'excitation autour de l'ibrutinib, que ce soit en termes de résultats et de toxicité et d'effets secondaires. Et c'est pour ça que maintenant qu'on a ces nouveaux médicaments disponibles, l'ibrutinib disparaît de plus en plus de nos algorithmes de traitement. Très bien. Justement, alors, belumosudil est un mot-clé de ce congrès. Zina, tu as participé à différentes sessions et sympos. Il faut mentionner ICP aussi.
Et ICP, alors justement, Ouais. parle-nous de... Alors c'est vrai que c'était les 30 ans, on célébrait les 30 ans de la première photophérèse extracorporelle en traitement de GVH chronique, il faut le reconnaître. C'est vrai que ça dépend avec l'expérience parce que, par exemple, moi, j'ai une très bonne expérience avec les ICP et ça marche bien. Je pense que les patients aiment bien ça aussi. Ils voient des effets aussi. Alors peut-être Et pas en situation de GVH chronique réfractaire très avancée, je et puis c'est pense, je surtout pense cutanéo-muqueux, non? Je pense qu'il y a encore une place pour le SCP parce que plusieurs des réponses qu'on voit avec Belumosudil et avec Ruxo sont les réponses partielles. Et je pense que dans ce contexte, il faut ajouter quelque chose d'autre. Et je ne suis pas sûre que moi, par exemple, j'ajouterais Ruxo et Belumosudil et des nouvelles agents, tout en même temps. Et je pense que SCP, c'est encore utile. En plus, avec les organes comme skin, il y a encore une place pour ICP. Alors, c'est formidable, les greffeurs, avant même d'avoir qu'on est l'AMM, on réfléchit déjà à combiner tout. Oui. Alors, Edouard, est-ce que tu peux nous rappeler, par exemple, pour Belumosudil, et puis on parlera des autres, le mécanisme d'action, cette voie inhibition, la voie ROC2, et cette espèce d'activité antifibrotique qui est un peu différente de l'activité anti-inflammatoire du ruxolitinib, puisque pour moi, toujours schématiquement, la GH chronique, on a la phase 1, la phase 2, la phase 3, et ces malades très avancés, ils sont plutôt dans la phase 3, entre guillemets, de fibrose qui commence à s'installer. Effectivement, le Belumosudil est un médicament qui est séduisant de par son mode d'action. En fait, ce déplacement de la réponse pro-inflammatoire vers un mécanisme plutôt régulateur. Donc, on déplace via l'action indirecte sur les stades 3, stade 5. On passe d'une balance plutôt TH1, TH17 à une voie Treg, donc plutôt régulatrice, qui est bénéfique. Et puis, cet effet associé qui est sur la capacité des fibroblastes à se transformer en myofibroblastes et qui participe à ces mécanismes cicatriciels et fibrosants qui sont bien connus de la GVH chronique, et c'est ça qui fait de ce médicament un médicament vraiment séduisant. J'ajouterais peut-être, si je peux me permettre à ce stade-là, c'est que pour la GVH chronique, on avait aussi cette étude séduisante du groupe de De Philippe à Boston qui avait étudié le ruxolitinib chez les patients âgés à risque de recevoir de la corticothérapie pour des GVH chroniques, et donc qui avait entre J30 et J100 une introduction de ruxolitinib pour essayer de prévenir ces formes sévères et débilitantes de GVH chronique. Et ça, c'est une approche qui me paraît aussi intéressante. Et puis, pour compléter le propos de Florent, se méfier un peu de cette anticipation, c'est ce qu'on apprend avec toutes les données qu'on a maintenant, c'est qu'il y a une place importante qui est donnée aux études rigoureuses randomisées, puisque l'ibrutinib, on le voyait comme un super médicament de la GVH chronique, et que la première ligne de GVH chronique, corticoïde versus corticoïde plus ibrutinib, est une étude négative. Donc, il y a vraiment une place pour faire ces études randomisées bien menées, pour voir la place respective de chacun de ces médicaments. Excellent. Et puis, effectivement, c'est toujours important de souligner la rigueur d'évaluation des médicaments qui est indispensable, surtout quand justement les études sont menées. Effectivement, il y a une étude randomisée qui va démarrer, l'étude rock'n'roll. J'adore ce nom. La créativité pour les noms des protocoles n'a pas de limite, en fait. Michael, quelle est votre expérience à Nice? Je ne sais pas si vous avez des malades en accès précoce Belumosudil, Si, ou je ne sais pas, en Belgique, en Italie, je ne sais pas. on a pas mal d'expériences Belumosudil. Alors étrangement, nous, notre deuxième ligne enfin, jusque-là, notre troisième ligne de GVH chronique, c'était l'ibrutinib, hein. On a depuis effectivement switché pour le Belumosudil devant le profil d'efficacité. Quand on voit les données mises à jour présentées par Cutler, on est quand même convaincu d'efficacité du médicament et puis de sa tolérance. Euh, oui, le Belumosudil, je pense, s'impose comme la troisième ligne de traitement de la GVH après le ruxolitinib.
Très bien. Quelle expérience en Belgique et en Italie, Annalisa et Frédéric? Alors, pour l'Italie aussi, on a effectivement beaucoup de confiance et de expectation avec l'utilisation qu'on fait du Bellumo Sudil et surtout sur les formes fibrotiques, ça marche très très bien. Je suis je suis un peu ce que Zina a dit. Quand on a une attente cutanée, on a cette attitude de faire aussi, de proposer aussi aux patients les CP. Parce qu'effectivement, ça nous permet, dans l'idée de ne pas avoir trop de médicaments et de quand même rajouter un effet mécanique sur les lymphocytes. Donc, on essaye quand même de toujours proposer les CP aux patients quand on peut effectivement par les voies d'abord, etc. et la logistique, même s'ils sont sous des nouveaux médicaments aussi prometteurs. Très bien, merci beaucoup Annalisa et c'est toujours important. De toute manière, tant qu'on n'a pas guéri tout le monde, on a besoin quand même de tout l'arsenal thérapeutique. Alors en Belgique, quelle est la situation, Frédéric? Jusqu'à présent, on n'avait pas trop accès au Belumosudil, mais ça va changer. J'ai entendu dire que ça allait arriver, donc on se réjouit au vu des données à long terme qui ont été présentées à 3 ans. Ça a l'air assez impressionnant avec Free Survival depuis 40%. C'est assez impressionnant. Donc on se réjouit de l'avoir. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, on arrive un peu à la fin de ce webinaire post-EBMT. Donc, pour les quelques minutes qui nous restent, je voudrais recueillir, comme en introduction, faire un tour de table. Et ça a été souligné, je crois, par Edouard en introduction, c'est qu'on célébrait les 50 ans. On a vu quand même tout ce qui a été fait en 50 ans et c'est quand même incroyable. Je me considère pas faisant partie des dinosaures, mais maintenant, rétrospectivement, j'ai appris la greffe pendant mon internat avec les LMC, le simulate chronique de phase chronique, et les LAL-RC1. Et au-dessus de 50 ans, c'était une contre-indication à la greffe. Et puis, on n'avait que des donneurs match sibling donors. Les unrelated, c'était balbutiant. Et quand on voit le bon géant, et puis évidemment, cyclosporine, méthotrexate, rien d'autre, comme prophylaxie et cortisone, quelle que soit la complication. Euh, c'est quand même incroyable. Quels sont vos... Alors, je ne vais pas vous parler des 50 ans à venir, mais quels sont vos souhaits, allez, pour les 5 ans à venir, euh, où je pense qu'on sera encore aux affaires, je pense. Qui voudrait commencer un peu, émettre des vœux, et puis comme ça, on réécoutera ce webinaire dans 5 ans et on verra qui a eu raison, qui a eu tort, qu'est-ce qui s'est réalisé et qu'est-ce qui n'a pas eu lieu. Zina, allez, va, Je vais les paris. commencer. C'est une parieuse. Je pense c'est évident maintenant que euh, il nous faut avoir des patients inclus dans toutes les étapes des études. On a vu beaucoup de patients au congrès aussi. Dans Transplant Congregations Working Party, on a eu un patient aussi dans le session, notre session. Et c'est pas juste ça, c'est aussi toutes les études maintenant. On a vu ça avec des études sur le GVH chronique, qu'il ne suffit pas d'évaluer uniquement les paramètres cliniques. Il faut aussi évaluer la qualité de la vie aussi. Et ça, c'est rapporté dans les études de Bellumo Sudil aussi et les deux. Et je pense que c'est ça le plus important parce qu'avec tous les nouveaux médicaments qui sont à peu près pareils, euh, pour faire la différence, il faudra écouter les patients et comment ça fonctionnait sur la qualité de vie aussi pour les adverse events des patients aussi parce que je pense nous, les clinicians, des fois, comment dire ça, on dit un peu moins pour On minimise on un peu. minimise, voilà, c'est ça. C'est Alors patient, juste, je pense. je crois que c'est très important de le souligner, et d'ailleurs le congrès de BNP est un des rares congrès
où on a un track dédié aux patients, une journée aux patients, aux donneurs. Et moi-même, j'ai assisté pendant ce congrès à une session des patients et on a des témoignages à la fois émouvants, mais aussi une volonté claire des patients d'être impliqués. Et Zina faisait allusion non seulement à la qualité de vie, mais aussi à tout ce qui est PRO, les Patient Reported Outcome, et on peut avoir un traitement cliniquement très pertinent, mais que finalement n'améliore pas le vécu quotidien des malades, et l'inverse est vrai. Donc je crois qu'il faut de plus en plus prêter attention à tout cela, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Annalisa, parce que je reprends Oui, l'ordre comme en introduction. oui, pour moi, le souhait pour les 50 ans prochains, c'est 5 plutôt ans, 5 ans, pas 50. 50, 5 ça ans. paraît trop 5, ambitieux. 5. C'est comment on réussira vraiment à voir toute la thérapie cellulaire vraiment intégrée dans notre choix quotidien d'une façon faisable avec des complications qui maintenant on connaît beaucoup mieux et qu'on gère très bien et comment, notamment dans les lymphomes et dans les myélomes, l'aspect de la thérapie cellulaire et des CAR-T pourra vraiment changer la place, par exemple, de la greffe pour les patients avec le myélome. Et absolument la thérapie génique, parce que on a eu aussi en session plénière les résultats à long terme de l'étude sur la thérapie génique sur la MLD, sur la leucodystrophie métachromatique. Et on a eu les présentations sur les patients avec hémoglobinopathie. Donc, voir vraiment comment dans la vraie vie, on réussira à appliquer ces médicaments qui vont changer effectivement l'histoire et le rendre affordable pour les systèmes de santé publique. Merci beaucoup. Et pour faire écho à ce que tu viens de dire, on a la semaine dernière l'article de nos collègues chinois de Hangzhou dans New England qui combine des CAR Mhm. anti-CD7 avec une allographie haploïdentique, une sorte de package de traitement. Donc, le futur n'est jamais très loin. Frédéric, Moi, j'espère que pour les 5 prochaines années, on va faire les mêmes progrès qu'on a réalisés en prévention de la GVH et en traitement pour la prévention et le traitement de la rechute, qui reste quand même un gros challenge, puisque c'est probablement la première cause d'échec chez nos patients. Et j'espère que c'est ça qui vont, dans les 5 prochaines années, j'espère qu'on va pouvoir faire des projets intéressants à ce niveau-là aussi. très bien. Florent, Alors oui, et nous, ce serait bien en effet qu'on ait un nouveau traitement standard de première ligne, que ce soit en GVH aigu ou chronique, parce que pour le moment, on n'a pas d'études comme on sait la sécurité par rapport aux corticoïdes et qu'on arrive à se débarrasser ou en tout cas utiliser beaucoup moins de corticoïdes. C'est la première chose dans la thématique greffe. Et puis dans la thématique plus large de thérapie cellulaire, en effet, on a de nouvelles cibles qui arrivent, de nouveaux construits CAR. Mais malgré ces nouveaux médicaments qui arrivent, la greffe n'est pas morte. Et probablement que le futur, dans certaines indications, va vraiment aller sur des approches combinées CAR T-cell, thérapie cellulaire, plus allogreffe. Et on a vraiment envie de savoir maintenant où est-ce qu'on en sera dans 5 ans par rapport à tout ça. et parfait. Et Michael, Dans les 5 ans prochains, moi, mon souhait, c'est de voir disparaître la GVH aiguë digestive sévère, qui est vraiment une épine dans le pied. Donc, je compte beaucoup sur Arès et Phébus. très bien. Et puis, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Oui, Edouard. Moi, ça serait améliorer notre capacité à définir les patients qui vont rechuter précocement post-greffe, parce que finalement, on sait que ça reste une des causes majeures de mortalité post-greffe. On sait que les études se construisent actuellement sur les outils biologiques pour la détection précoce de ces patients à haut risque de rechute, et on voit que ça s'implémente très bien avec toutes les nouvelles stratégies de thérapie cellulaire, des DLI modifiés, éventuellement des CAR-T, on ne sait jamais de quoi le futur est fait, mais il y a un vrai travail sur la prévention de la rechute qui est à faire. Très bien. Bah, écoutez, bon, a priori, tout le monde est optimiste sur l'évolution. Il n'y a personne qui a dit que la greffe allait disparaître. On aimerait bien ne plus en avoir besoin, mais il faut croire que
Les indications, elles se modifient, mais elles ne disparaissent pas. Les malades sont de plus en plus avancés. On a même vu pendant ce congrès, on n'en a pas parlé, mais des allogreffes de lymphome post-rechute de CAR, alors qu'on pensait que les CAR avaient éliminé le besoin d'allogreffe dans les lymphomes non-Hodgkin. Écoutez, mes amis, vous étiez vraiment parfaits. On est à peu près dans les temps. Je vous remercie tous. Je remercie notre auditoire, votre participation. Merci d'avoir partagé votre expérience, mais aussi les apprentissages de ce congrès de l'EBMT du 50e anniversaire. Et puis, bah, rendez-vous à d'autres activités, bien sûr, de l'IACH. Et puis, en ce qui concerne le BMT, l'année prochaine, ça va être très intéressant puisqu'on est à Florence, en Italie, Firenze. C'est quand même 20% du patrimoine culturel, l'héritage culturel de l'humanité qui se trouve à Florence. Donc, au-delà de l'aspect scientifique, ça vaut le détour, je pense. Et puis, bah, je vous retrouverai, j'espère, pour un poste EBMT numéro 51 2025 dans le cadre de cette activité. Donc voilà, merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et où que vous soyez, portez-vous bien et à bientôt. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée, merci. Merci, au revoir. Bonne soirée à tous.